Alors, on va reprendre, s'il vous plaît. C'est vite passé les 10 minutes, hein. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ça va, Soa? Oui, ça va. Bon. Je vais vous dire juste que tout le temps passe trop vite. Ça passe très vite, ouais. Bon, alors, est-ce que vous voyez le tableau qui est au tableau, là, en rouge? Oui. Je peux vous envoyer, parce que il résume très bien ce qu'on a dit. Seulement, c'est plus facile. Tu vois, pour Zoom, j'ai beaucoup d'aisance. Alors, regardez, on va reprendre ce dossier, ce tableau. Regardez, je vous ai mis en haut le comité d'inspection. En bas, le fonds d'indemnisation. À gauche, le FARCIC. En bas, le fonds de financement. Puis, vous voyez, ce que posait très justement Steve tout à l'heure, les plaintes déontologiques, voilà leur circuit. Ça part du service assistance, c'est retransmis au syndic, qui retransmet au comité de discipline. Je vous expliquerai les autres flèches. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe? Un client, d'abord, quand il veut déposer une plainte, il appelle le service assistance. Ça, c'est après m'avoir appelé à moi, son courtier, s'il n'est pas content de ce que je lui ai dit, ou après avoir appelé mon dirigeant d'agence. Mais s'il persiste, il va appeler le service assistance. Le service assistance fait une petite première analyse très rapide, comme je vous ai dit, quelquefois qu'au téléphone, et à partir de là, le client retire sa plainte. Jusque-là, le client peut retirer sa plainte, mais dès que la plainte est adressée au syndic, c'est fini. Elle va descendre comme ça, ou elle va s'arrêter au niveau du syndic. Le syndic, lui, fait une étude complète. Et puis, il a deux solutions. Soit il classe la plainte, il dit non, je poursuis pas le courtier, il n'a pas fait d'erreur déontologique, ou soit il transmet au comité de discipline s'il juge qu'il y a eu vraiment une faute déontologique. S'il classe le dossier, le client a un recours devant le comité de révision de décision du syndicat. Un autre comité dont je vous ai parlé, c'est le comité de révision des décisions du syndic. Si le client n'est pas content que le syndic a classé l'affaire, il va aller porter un recours devant ce comité qui, à 99,9%, ne va jamais aller contre le syndic. Il faudrait que le syndic soit un syndic débutant qui a fait une grosse erreur. Mais en règle générale, le comité de révision du syndic valide toujours ce qu'a dit le syndic. Maintenant, si le syndic, au lieu de classer l'affaire, il transmet le dossier au comité de discipline, son travail s'arrête là, le syndic, et le comité de discipline, c'est notre tribunal. Donc, si c'est notre tribunal, il juge et il sanctionne. Mais il juge et il sanctionne quoi? Comme je disais à Steve tout à l'heure, les fautes déontologiques. On ne juge pas autre chose. On ne juge pas le détournement des acomptes. On ne juge pas les erreurs non intentionnelles. On juge et sanctionne les atteintes à la loi sur le courtage et à ses règlements. C'est notre tribunal de famille. Particularité qu'il ne faut pas oublier, il y a deux audiences. Une audience sur la culpabilité, une audience sur la sanction. Alors voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce tableau? C'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours deux niveaux. Imagine que le comité d'inspection vienne. Rappelez-vous que le comité d'inspection, c'est de surveiller grâce à des inspecteurs sur le terrain les activités des courtiers. Est-ce qu'ils respectent ou pas la déontologie? Ce n'est pas un tribunal, mais il peut obliger un courtier à faire des formations. Il peut aussi donner des recommandations. Il peut aussi adresser quelque chose au syndic. S'il a vu des choses pas terribles dans les dossiers régis, il peut adresser comme une plainte au syndic. Et tu vois que, regarde, là, hop, ça va prendre le chemin d'aller vers le comité de discipline. Attends, c'est pas fini, regarde toi là, prenons le fonds d'indemnisation. C'est pas un tribunal, le fonds d'indemnisation. Imaginons qu'il indemnise une victime qui a été, un client qui a été victime d'un détournement de son acompte par son courtier. Disons 20 000 $. Le fonds d'indemnisation va donner 20 000 $ au client. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Ton courtier t'a piqué 20 000 $, les voilà. Mais ça n'empêche pas
bien qu'il ait remboursé le client, hop, il va aller transmettre une plainte au syndic et ça va prendre le chemin du comité de discipline. Ce courtier qui a volé 20 000 $, il va se retrouver devant le comité de discipline, il va perdre son permis, il va être obligé de rembourser les 20 000 $, etc. Mais il y a toujours, si tu veux, quand tu fais une faute à n'importe quel niveau, tu peux te retrouver en plus pour une faute déontologique. Et une dernière chose que je ne vous ai pas parlé, si le client dépose une plainte et que le service assistance, il voit que c'est pas forcément une faute déontologique du courtier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être conseillé au client, il va dire saisis le fartic. Parce que le courtier, il est assuré pour ça. Saisis le fartic. Ou bien, mets-toi, si tu es bien avec ton courtier, il va ouvrir pour toi un dossier au fartic. Il faut jamais dire à votre client qu'il va être remboursé. Il faut jamais lui dire, parce que vous ne savez pas. Si le gars, tu sais, s'il y a un dommage de 20, 30 000, 40 000, 100 000 $, parce que ça peut aller jusqu'à 1 million par sinistre, mais que 100 000 $, que le client, il croit qu'il va être remboursé, puis à la fin, il n'est pas remboursé, c'est-à-dire que c'est à vous de lui payer, et puis vous pourrez jamais. Donc, faut jamais dire, j'ai une assurance, je sais pas si elle couvre, mais on va faire la demande. Alors donc, le service assistance va conseiller au client de déposer un dossier au fartic, qui est une assurance qui couvre le courtier en cas d'erreur, de faute et d'omission non intentionnelle de sa part. Et naturellement, attention, ça pourrait éventuellement, je ne voulais pas dessiner ici, mais ça peut aussi être, en même temps que c'est une faute qui crée un dommage au client, ça pourrait être aussi une faute déontologique. Vous voyez? C'est ça qui est souvent un petit peu difficile, on ne sait pas. C'est qui? C'est qui? C'est quoi? C'est qui peut se retourner contre nous? C'est qui? Mais c'est très facile. N'importe qui à qui tu as créé un dommage, il peut se retourner contre toi. Est-ce que, par exemple, si le courtier du vendeur fait une erreur, est-ce que le client, acheteur, il peut amener en justice le courtier du vendeur, selon vous? Oui. Est-ce que le client du vendeur peut amener son courtier en justice? Le client du vendeur. Est-ce qu'il peut amener son courtier en justice? Oui, oui. Oui. Est-ce que l'acheteur peut amener le courtier du vendeur en justice? Tout le monde peut aller en justice. Non, mais d'accord, mais tout le monde peut aller, mais tu peux aller pour rien et revenir. Ce que je veux dire, est-ce que l'acheteur est fondé à réclamer quelque chose du courtier du vendeur? Est-ce qu'il a signé un contrat avec lui? Non. L'acheteur? Oui, l'acheteur. Avec le courtier du vendeur? Oui. Ben non, il peut Il a- pas. Ben non, il peut rien réclamer. C'est pour vous dire, attention, quand vous êtes dans ces cas-là, regardez, si jamais vous pouvez vous retourner, on vous demande est-ce que vous avez un recours ou telle personne, faut d'abord voir si tu es lié à cette personne juridiquement. Si tu as signé un contrat avec elle, ben elle engage quoi? Sa responsabilité contractuelle. Tu peux l'attaquer sur la base qu'il n'a pas respecté son contrat. Mais quelqu'un avec qui tu n'as jamais rien convenu, sur quoi tu vas l'attaquer? Est-ce que je vais aller attaquer mon voisin pour rien du tout? Non. Il faut que vous voyez, parce que quelquefois la faute, on ne sait pas qui l'a faite et qui doit la réparation. Posez-vous toujours la question. Bon, c'est quoi le dommage? Est-ce qu'il est du domaine de la fraude? Est-ce qu'il est du domaine déontologique ou est-ce qu'il est du domaine matériel de la responsabilité civile? Très bien. Qui l'a créé? Maintenant, est-ce qu'on est lié par un contrat à la personne qui l'a créé? Si oui, j'ai le droit de demander réparation. Sinon, en vertu de quoi? À moins que ce soit la responsabilité civile, comme je vous ai dit, le facteur qui se casse la gueule sur mes escaliers. Ça, c'est autre chose. Mais la responsabilité contractuelle, ça prend un contrat. Donc, il faut faire attention. Quelquefois, tu sais, des fois, la ville est condamnée. L'acheteur attaque le vendeur, la municipalité, les deux courtiers et le notaire. Il y a un problème. Des fois, la ville est condamnée, le notaire est condamné, un courtier est condamné, le vendeur est condamné, mais pas vous. Vous n'avez fait aucune faute. Et vous êtes lié à personne. Vous n'êtes pas, enfin, je veux dire à personne, vous n'êtes pas lié à tous ceux qui ont fait la faute.
Tu comprends? Et je m'excuse, hein, j'ai levé la voix, c'est par la passion, hein, vous savez. J'engueule personne. Hein, tu vois, Caroline, des fois, je lève la voix. Hein. Caroline, si elle est encore là, je sais pas. Oui, je suis là. T'as vu que je lève la voix des fois, hein? Bon, mais c'est pas c'est toujours la passion de. Good. L'enthousiasme, c'est. Oui. Alors voilà, donc ce dessin, je vais vous l'envoyer. Je vais vous envoyer. Alors, très sincèrement, je ne veux pas vous lire les articles sur toutes les instances disciplinaires. Tout est résumé ici. D'accord? Si ça vous fait plaisir, et pourquoi pas, détendez-vous un peu, comme je vais faire moi. Moi, j'ai un petit mets à préparer pour ma famille, là, que je sais très bien faire. Je leur ai promis que je vais le faire. Mais c'est pas pour ça que je vous évacue. Je vous donne ma parole d'honneur. C'était prévu qu'on se quitte plus tôt. Vous allez lire, et en lisant, vous allez avoir ce tableau, et au moins, ça va vous... tous les petits détails, j'ai pas besoin. Voilà les détails importants, les 2 audiences, distinguer les erreurs non intentionnelles de la fraude, distinguer les plaintes déontologiques de tous les autres niveaux qui peuvent se réadditionner. Avec ça, vous avez l'essentiel, et naturellement, vous lirez ce que je vous lis pas aujourd'hui, et que ça va plus m'ennuyer de vous le lire que bon. Et puis, si vous permettez, je vais vous montrer ça aussi. Je vais vous envoyer ça. On a parlé ce matin de compte en fidéicommis. Comme ça, au moins, vous avez un exemple. Alors ça, c'était le nom d'un étudiant. Hein. Bon. Alors, les comptes en fidéicommis, vous voyez, je vous ai dit, ce sont des comptes bancaires. Et puis, supposons que Ali Zahiri, bon, c'était un étudiant, soit courtier agissant à son compte, il doit ouvrir 2 comptes bancaires. Son compte, avec quoi il fonctionne, Ali Zahiri, courtier immobilier, et un deuxième compte, Ali Zahiri, courtier immobilier, compte en fidéicommis. Alors ça, c'est en comptabilité, on dessine un compte par un T. T parce que débit à gauche, crédit. Bon. Et là, je vous ai dit, les 2 comptes que vous voyez là, les 2 comptes bancaires, appartiennent à Ali, courtier immobilier. Mais l'argent qui est dans le compte en fidéicommis, cet argent-là, ne lui appartient pas. Ce sont les acomptes et les avances des clients. Voilà. Alors, il y a un compte général pour les comptes des clients qui ne demandent pas d'intérêt, et compte spécial si le client veut de l'intérêt. Vous voyez ici, Ali Zahiri, son compte d'affaires, il a rentré 12 000, 14 000, il a sorti 800, il a rentré 20 000. À la fin, il lui reste 48 700. C'est à lui, c'est son compte, c'est son argent. Dans le compte en fidéicommis, il a rentré un acompte de 5 000 de son client, un autre acompte de 8 000 de son client, un autre acompte de 3 000. Bon, puis il a sorti 5 000 et les a envoyés au notaire parce que c'était la date. Il reste 11 000 dans le compte. C'est pas son argent à lui, ça appartient à ses clients. C'est ce que je vous ai dit ce matin avec une illustration. Ça va? Dernière chose, soit avant que je vous donne la parole, je vous montre un dernier et je vous le montre et on va le réviser. Après, on partira, mais d'abord, je prendrai votre question. Vous voyez, je vous ai mis ça, c'est super. Ce matin, c'était le plus dur pour vous. On va le réviser avant de se quitter, mais d'abord, j'écoute soi. Non, j'ai une question pour ce qu'on a vu bien avant. Si le courtier, alors si l'acheteur n'a pas signé un contrat avec le courtier, parce qu'il n'est pas obligé de signer un contrat avec son courtier, alors s'il y a une faute, il ne peut pas retourner contre lui, parce qu'il n'y a pas de contrat. Oui, mais attention, la loi, elle dit, vous représentez votre client. Donc là, on le représente. Oui. Soit parce que vous avez signé un contrat avec lui, soit parce qu'il vous a demandé d'agir pour lui. À partir du moment où il te demande d'agir pour lui, tu dois agir selon les règles déontologiques. Même si tu n'as pas signé de contrat avec lui. C'est une très bonne question. Toi, tu as compris? Oui, j'ai compris, mais même, alors s'il commet une faute, le courtier, il pourra retourner contre lui, même sans contrat. Bien sûr, c'est presque comme un contrat. Pourquoi? Parce que la loi sur les courtages, là, elle dit, quand est-ce que tu représentes ton client, toi, le courtier? Quand tu as signé un contrat de courtage avec lui, ou bien même si tu n'as pas signé, quand il te dit, agis pour moi. Parce que dans le code civil, en plus, un contrat peut être verbal. Oui, mais là, tu as raison, mais là, il y a une petite nuance. Parce que le juge, c'est bien que tu aies dit ça, Sébastien.
Le juge, dans ce cas-là, il va pas chercher s'il y a contrat verbal ou pas. Il va pas chercher. Il va pas chercher parce que la loi sur le courtage, elle dit, si tu n'as pas signé de contrat, tu n'as pas droit à la rétribution. Tu ne peux pas la réclamer. Si on te la donne, tant mieux. Tu peux pas la réclamer sur une base juridique. Tu vois, Sébastien, tu vois la nuance? Tu as raison. Si on était... tu vois, comme quoi la loi sur le courtage l'amène une couche de peinture supplémentaire. Par contre, elle te dit, si tu n'as pas signé de contrat, tu peux pas réclamer de rétribution, mais par contre, tu es tenu à tes obligations déontologiques. Donc, tu as avantage comme courtier, acheteur, d'avoir un contrat? Bien sûr, 1000 fois. Puis c'est pas vraiment une pratique courante, là? Oui, ça devient de plus en plus quand même. Non, c'est pas la majorité, mais ça devient. Mais tu vas voir quand on va étudier les formulaires. Sinon, tu sais pourquoi? Parce qu'actuellement, on achète beaucoup chez du proprio, des choses comme ça, on amène nos clients. Sinon, tu recevrais pas de rétribution. Hein. On va le faire, ça, dans les cours d'après Noël. Ça va, Soa? C'est clair, vous avez compris, hein? Oui. Si c'est ça, on finit ça, je prends vos questions, on se dit bye-bye. Je révise la chose la plus difficile de ce matin, c'est les dossiers et les registres. Regardez bien. À gauche, je vais vous envoyer ça aussi, hein, les trois là. À gauche, vous avez l'agence ou le courtier qui agit à son compte du vendeur. À gauche, c'est toujours le vendeur. C'est-à-dire, si vous vous rappelez, c'était moi et ma courtière, c'était Véronique. Vous vous rappelez? Nous, on est à gauche. Et à droite, c'est l'agence ou le courtier agissant à son compte de l'acheteur. Eh bien, c'était donc Félix l'acheteur et Soua sa courtière. Maintenant, on va dire que l'agence de Soua, vous vous rappelez comment elle s'appelait? Acquisition IMO. Et l'agence de Véronique, pardonnez-moi, moi j'étais le vendeur, c'était Venta Bene IMO. Hein, vous vous rappelez? C'est ça. Alors regardez, il y a trois choses à comprendre. Trois moments, c'est comme dans un film, il y a trois événements majeurs. Là, le premier événement majeur, vous allez voir que ça va mieux passer cet après-midi que ce matin. Le premier élément majeur, c'est de prendre le contrat de courtage. Véronique, elle a réussi. Elle m'a démarché et on a signé un contrat de courtage-vente. D'accord? Donc Véronique, elle va avoir des choses à faire, on va les voir, mais Soua, elle n'a rien à faire, elle sait même pas, Soua. La maison, elle est même pas encore sur le marché, elle est pas sur Centris. Vous comprenez pourquoi du côté de Soua, on se connaît pas? D'accord? Soua n'a rien à faire parce que elle n'interagit pas avec Véronique et en plus, elle ne sait même pas qu'il y a une nouvelle maison sur le marché. Qu'est-ce qu'elle fait, Véronique, quand je signe le contrat avec elle ici? Elle court à son agence, elle lui donne tous les documents. Il faut toujours se poser la question. C'est quoi les registres qu'on touche? C'est quoi les dossiers? Regarde, registre, dossier. Alors, là, comme elle a pris le contrat de courtage, l'agence va remplir une ligne du registre des contrats de courtage, comme je vous ai montré. Et si j'ai donné à Véronique une avance, elle va toucher au registre des comptes en fidéicommis. Parce qu'il y a un registre de contrat de courtage et qu'il y a un registre de comptes en fidéicommis. Est-ce qu'elle doit ouvrir un dossier? Oui, dès qu'on prend un contrat de courtage, on doit ouvrir le dossier de contrat de courtage. Est-ce que ça va jusque-là? Vous voyez que vous comprenez mieux que ce matin. Soit on n'a rien à faire. Maintenant que tout ça est fait, Véronique fait la fiche descriptive, elle organise des publicités, elle fait des visites libres, elle commence la mise en marché, et bingo! Quelque temps après, c'était qui? On va pas prendre Félix, parce que Félix il a accepté. C'était qui? C'était Xiao Fei, je crois, qui a amené qui comme acheteur? Sanad. Allez, Sanad, c'est un acheteur. C'est Xiao Fei qui amène Sanad, et l'offre est proposée, mais moi je la refuse. Et là, attention, Sanad et Xiao Fei, elle est dans une agence qui s'appelle l'Auto Imo, l'Auto Imo, et là, Véronique, elle est toujours à Venta Bene Imo. Que doivent faire les deux, Xiao Fei et Véronique? Xiao Fei, elle va donner l'offre d'achat refusée à son agence, l'Auto Imo. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'Auto Imo? Est-ce qu'il y a un registre pour les propositions non acceptées? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de registre, vous pouvez voir ma liste de registres, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un dossier pour les propositions non acceptées?
Oui, mais c'est une tombe commune. C'est pour l'ensemble des propositions non acceptées. Voilà ce que va faire Xiao Fei. Attention, vous allez avoir un truc comme ça à votre examen. Hein. Alors ça, vous le travaillerez. Donc, je vous dis, je répète, il n'existe pas de registre, ni d'un côté ni de l'autre. D'ailleurs, même Véronique, elle touche aucun registre. Pour les offres refusées, on ne remplit pas de registre. Mais quand elles sont refusées, Xiao Fei le met dans la tombe commune, l'ensemble des propositions non acceptées. Mais Véronique, elle ne va pas la mettre dans la tombe commune. Elle va la joindre au contrat de courtage parce qu'elle concerne son inscription. Est-ce que c'est clair là? C'est plus clair, soit? Oui, non, c'est clair. Mais je ne vois pas pourquoi. Quel est l'intérêt de le mettre si déjà la proposition est refusée, c'est-à-dire elle est nulle? Quel intérêt de la mettre dans le dossier du contrat de courtage? C'est-à-dire, vous voudriez la mettre où? Je sais pas, comme dans les propositions non acceptées aussi, dans l'ensemble. Elle est, mais plutôt que d'aller la chercher ailleurs, si jamais un inspecteur vient, ça vous facilite la recherche. Elle concerne quoi, cette proposition qui est refusée? Cet immeuble. Oui. Elle est avec son contrat de courtage. Ça vous fait moins de refus. Oui, mais parce que peut-être il y aura plusieurs aussi, comme maintenant il y a plusieurs offres refusées, il y a une seule offre qui a passé. C'est pas grave, on va toutes les mettre. Si par exemple, Xiao Fei est venu, puis après Steve Bourassa est venu avec son client, Jessica, j'ai oublié ça va me revenir, peu importe, elle a un beau nom, mais je l'ai oublié son nom de famille. Bon, et qu'elle est refusée, on va mettre celle de Jessica. Dublino. Ouais, c'est ça, Dublino. Juste après, j'aime bien parce qu'il y a Dublin dedans. J'ai vu un très beau film. Oh là là. Si vous très français, oui. Belfast, vous l'avez vu là? Elle est sortie, je crois, sur, je sais pas si c'est Prime ou sur Netflix. Très beau. Comment film. Il s'appelle? Belfast. Il est beau. Il est en noir et blanc. Hein. Et noir et blanc, c'est des couleurs. Hein. C'est parce que quand j'étais jeune, il n'y avait pas encore la télévision en couleur. Et puis, on essayait de se faire voir des copains. On disait, nous, on a la télévision en couleur. Il dit, ah bon, oui, je dis en noir et blanc. Il me dit, mais noir et blanc. Je dis, ben oui, noir et blanc, c'est des couleurs, non? Je sais que c'est pas vrai, mais c'était la plaisanterie. En tout cas, vous voyez, ce que je veux vous dire, on peut pas déchirer. On doit toujours garder une trace. Est-ce qu'on garde une trace une par une? On dit non. C'est pas la peine. On n'a plus rien à faire avec celle-là. On la garde juste à titre de preuve. On va toutes les mettre. Elles concernent quel immeuble? Est-ce qu'elles concernent cet immeuble, ou celui que j'ai inscrit? Elles concernent celui que j'ai inscrit. Je les mets dans le contrat de courtage. Soit, il ne faut pas se casser la tête. Hein? Parce que sinon, vous avez compris l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il y a plus d'intérêt à faciliter la classification. C'est tout. Il y a pas de, les deux, c'est la même chose. Juridiquement, eux, ils n'ont pas le choix. Eux, ils n'ont pas de contrat de courtage. Ils sont obligés de le mettre dans la filière où il y a toutes les propositions non acceptées pour tous les immeubles. Tout est mélangé quand je dis fausse commune, tombe commune. Mais Véronique, elle va la mettre dans le contrat de courtage de l'immeuble sur lequel elle porte. Alors, vous avez vu, on a dit, on est arrivé jusque-là. Maintenant, on arrive au troisième événement. Enfin, Soua nous amène un bon client, Félix Geldes Cancino. Là, les deux vont avoir quelque chose à faire. Si l'offre est acceptée, Soua, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit remplir le registre des transactions. Et Véronique aussi. Là, il y a un registre des transactions, d'accord? Et puis, elle doit faire un dossier pour chaque transaction. Alors, elle fait un dossier pour la transaction. C'est ce qu'on nous dit. Si tu as une offre acceptée, tu fais un dossier pour une transaction. Soua a très bien fait les choses. Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose là? Si Félix donne un acompte, est-ce qu'il n'aurait pas fallu remplir aussi le registre des comptes en fidéicommis? Oui, mais c'est pas dans cette agence, c'est dans cette agence. Parce que comme je vous ai très bien expliqué ici, soit elle va garder le chèque dans sa poche, vous vous rappelez, que Félix va vous donner, tu vas pas le donner à ton agence. Donc c'est pas ton agence qui doit toucher au registre des comptes en fidéicommis. Tu vas le donner à Véronique. Et Véronique va le donner à son agence. C'est pour ça que c'est son agence qui va remplir le registre des comptes en fidéicommis.
Donc, tu vois, là, soit toi, tu as un seul registre à toucher, tu remplis le registre des transactions, alors que, enfin, toi, ton agence, alors que l'agence de Véronique va toucher à 2 registres. Comme toi, le registre des transactions, mais aussi le registre des comptes en fidéicommis pour inscrire la compte. Quant au dossier, au lieu de faire comme toi un dossier pour cette transaction-là, puisqu'on doit en faire pour chaque transaction, elle va le joindre directement au contrat de courtage, car il concerne l'inspection. Et enfin, vous avez vu, pendant tout ce temps-là, à tout moment, on aurait le cas échéant, premièrement, à remplir le registre des avis de divulgation. Imaginons que, je vous donne un exemple, là, il n'y a pas de problème à la première étape. À la deuxième étape, là, Xiaofei, elle avait un intérêt dans l'immeuble. Elle a rempli un avis de divulgation. Elle doit me le donner à moi. Parce que je suis le vendeur. Elle doit me faire savoir qu'elle a un intérêt. D'accord? Ou bien, pas elle, plus tard, c'est toi, soit qui a un intérêt dans l'immeuble. Tu aurais fait un avis de divulgation. Alors, c'est ce qu'on vous dit. Il faut le remplir, le donner à son agence, etc. Alors, on aurait à tout moment, selon le cas, à remplir le registre des avis de divulgation et aussi à utiliser, qu'est-ce qu'on fait de ces avis de divulgation? L'agence, elle a un ensemble, un dossier pour l'ensemble des avis de divulgation. On les met là, la queue leu, l'un après l'autre. Je vais vous envoyer ça aussi. Ces tableaux sont plus importants, je m'excuse de le dire, que de connaître la loi par cœur. Ces tableaux vous permettent de comprendre tout sur les dossiers et registres et sur les instances disciplinaires de l'OACQ. Maintenant, si vous lisez la loi chez vous, vous allez avoir un peu de plaisir, surtout si vous doublez ça d'un bon apéritif. Ça va? Alors, s'il y a des questions, je vous en prie. Oui, s'il vous plaît, est-ce que c'est fréquent que les clients donnent des acomptes? Des acomptes, c'est relativement fréquent parce que c'est, attention, comme j'ai dit ce matin, ça n'a pas de valeur juridique. Oui. L'acheteur, il peut récupérer son acompte. Mais c'est relativement fréquent. Et surtout quand il y a, par exemple, quand il y avait de la surchauffe et tout, ben, c'est comme ça qu'on se fait bien voir, en promettant un acompte important. Parce qu'on dit, s'il donne un acompte, mais en fait, c'est symbolique. Tu comprends? C'est plutôt peut-être dans le commercial beaucoup plus que le résidentiel? Non, dans le commercial, si vous voulez, on peut, comment dire, on n'est pas obligé d'utiliser forcément les mêmes formulaires qu'en résidentiel. Donc, l'acompte, on peut le coincer plus facilement, ne pas le rendre à l'acheteur. Tu comprends? Alors là, oui, il a une valeur. Mais dans une promesse d'achat résidentiel, si on fait rien de spécial, l'acheteur, il récupère toujours son acompte. Même la veille d'aller chez le notaire. Il dit, je veux plus acheter. Il va pas chez le notaire. Il demande au fiduciaire de lui rendre son acompte. La seule chose que peut lui dire le fiduciaire, demande-moi-le par écrit. Dès qu'on le demande par écrit, il est obligé de nous le rendre. Merci. Est-ce que ça va? Monsieur Pérez? Yes. Moi, j'avais une question pour le tableau précédent que vous aviez montré. Est-ce que c'est dans notre obligation comme courtier d'informer le client par rapport au syndic ou des procédures qu'il a droit de suivre? Excusez-moi, oui, c'est ce tableau, hein? Qu'est-ce que vous me dites? Est-ce qu'on a l'obligation? Je m'excuse, Oui, c'est ça. Si, comme courtier, on a l'obligation d'informer le client de ses droits par rapport au syndic. Si, par exemple, nous, on donne pas solution à son problème. Je veux dire, au départ, quand vous rencontrez le client et que vous lui expliquez vos services, vous n'êtes pas obligé de lui donner le détail. Vous pouvez simplement lui dire voilà ce que je peux faire. Et puis aussi, tu peux toujours avoir une assistance, t'appelles l'OACQ si tu as besoin de quoi que ce soit. T'es pas obligé de tout lui expliquer. Maintenant, à partir du moment où le client, il y a un problème et il t'appelle, c'est sûr que tu vas lui dire, pas forcément d'aller vers le syndic, mais vers le service assistant. Ça oui,
Parce que sinon, ça voudrait dire, on va aussi savoir si tu étais de bonne foi. Si tu voulais juste te débarrasser du client et le laisser dans la mouise, ou au contraire, dire, écoutez, je vous ai donné toutes les explications, entrez en contact avec le service d'assistance. L'envoie pas au syndic, parce que le syndic, c'est comme si tu reconnais déjà que tu as fait une plainte déontologique, que tu as fait une faute déontologique. Mais tu dois l'envoyer au service assistance. Bon, maintenant, si tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas prendre. T'as même ton intérêt, ton dossier est clean, t'as intérêt parce que le service assistance, en cas de doute, il va t'appeler. Il va pas envoyer au syndic comme ça. Ça, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose. Ça, je voulais dire par rapport, en premier, le service assistance, mais oui, effectivement. Oui, c'est ça. C'est très important, hein. C'est cet ordre-là. Service assistance. Syndic, il prend rien de personne à part d'interne. Il peut prendre du comité d'inspection, il peut prendre du fonds d'indemnisation d'un autre service. Mais le syndic, quand ça vient de l'extérieur, ça doit d'abord passer par le service assistant, qui lui décide de lui envoyer le dossier ou pas, et le syndic l'a fait une analyse complète, et c'est lui qui décide de l'envoyer au tribunal, au comité de discipline. Est-ce que ça va? Super, merci. Ben, je vous en prie. Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que l'agence garde le dossier de transaction à vie? Est-ce que l'agence, pardon? Est-ce que l'agence il garde comme le dossier de transaction de clients à vie? Ah, est-ce qu'ils gardent les dossiers à vie, c'est ça? Oui. Non, normalement, on a, comment dire, on a une durée de 6 ans qu'on doit garder tous les dossiers et registres. Et puis, en général, quand on reste, les registres, on les garde plus longtemps, mais on a un minimum de 6 ans. Et puis aussi, on fera la révision, quand on fera les petites questions la semaine prochaine, que je vais vous préparer, et ben on verra qu'est-ce qui se passe si jamais on arrête notre activité, qu'est-ce qu'on fait de nos dossiers registres, il faut les confier à quelqu'un d'autre et tout ça. Oui, il y a des petites règles, vous pourrez poser ces questions la semaine prochaine, on va les faire, mais c'est pas à vie, ça c'est sûr, Dingwa. 6 ans. Merci. Je vous en prie. So, alors c'est la première fois qu'on finit si tôt, c'est pour rattraper tous les 3 fois un quart d'heure que je vous ai volé. Véronique, elle sourit, elle sait bien pourquoi. Eh ben, ça va vous faire du bien, non? Eh oui, il faut se préparer pour Noël, ça s'en vient là. Hein. Même César, il est content, c'est bien. Ouais. Bon, ben voilà, je vais vous envoyer tout ça un peu plus tard. Je vais prendre 1 heure pour faire aider la cuisine dans ma famille, puis je vais tout vous envoyer. Je vais vous envoyer ces 3 tableaux. Je vais vous envoyer tous les règlements et puis les notes à jour à aujourd'hui, le peu qu'on a noté, ok? Et la prochaine fois, d'abord on a maths. Ce soir, très vraisemblablement, vous aurez vos notes. Après, je vais finir les notes de LCI, cette fin de semaine, de loi sur le courtage. Cette fin de semaine, vous aurez les notes de maths. La semaine prochaine, lundi, je crois, ou mardi, on a le cours de maths. Attention, on fera pas la correction de votre examen, même si vous aurez vos notes, parce que je dois avancer vite dans les mathématiques financières. Je dois vous lâcher avec des exercices. Sinon, on n'aura pas beaucoup de temps. On corrigera. De toute façon, l'examen 1 et l'examen 2 en maths n'ont rien à voir. On le corrigera la fois d'après. D'accord? Rappelez-vous ça. Vous aurez vos notes ce samedi, dimanche, mais on le corrigera pas. On le corrigera après. D'accord? Par contre, la semaine prochaine, pour loi sur le courtage, on fait la correction de notre examen de loi et on fait que des questions, matin et après-midi. Je vous laisse 1h15 pour préparer vos questions. On les corrige le matin, sur les dossiers des registres, par exemple, et l'après-midi, on fait pareil sur les instances disciplinaires pour vous préparer à votre 2e examen. Ça va? Alors, très bonne journée à tous, et puis vous avez le droit de partir. Merci et bon appétit. Bonne journée. Bonne soirée, bon week-end. Merci. Merci à vous, merci pareillement. Ok, bye. Bye. Bye, bon week-end.